Saviez-vous qu'il y a des moments dans la vie où une simple discussion peut vous sauver? Imaginez-vous avec un couteau à la main, menaçant la personne que vous pensiez aimer, et tout à coup, réalisez que ce n'est pas vous, que vous avez complètement perdu votre essence. Cette nuit-là, à 4 heures du matin, alors que nous nous disputions sur la façon de faire mûrir les figues, j'ai compris que j'avais vécu un mensonge pendant plus d'1 décennie. Ce que je ne savais pas, c'est que cette discussion apparemment absurde me libérerait de la prison la plus dangereuse qui soit, celle que l'on construit dans notre propre esprit. Laissez-moi en commentaire de quel pays vous me regardez et aimez cette vidéo pour que plus de gens puissent entendre cette histoire. Si c'est votre première fois ici, pensez à vous abonner car chaque semaine, je partage des histoires vraies qui peuvent changer votre perspective de vie. Je suis la fille d'une mère adolescente. Ma mère est tombée enceinte de moi quand elle avait à peine 15 ans. Elle a épousé mon père non par amour, mais par les circonstances, et ils se sont séparés quand j'avais 7 ans. Mon enfance a été marquée par plusieurs épisodes d'abus et par le fait que mon père était une personne dépendante à l'alcool. J'ai toujours été exposée à tout ce que signifiait le scandale, la confusion, les drogues, les cigarettes. J'ai toujours eu cette exposition précoce à la réalité la plus crue. Quand j'étais petite, ayant subi des épisodes d'abus, je l'ai signalé à ma mère à quelques reprises, mais elle n'a jamais pris position à ce sujet. Dans ma tête d'enfant, cela ne valait pas la peine de raconter les choses car je savais que rien ne se passerait. La première fois que quelque chose s'est produit, j'étais dans le bus avec elle et elle ne l'a pas vu. J'étais vraiment très petite quand ce monsieur m'a touchée dans un bus bondé de monde. Elle ne s'en est pas rendue compte, mais moi non plus je n'ai pas compris ce qui se passait car j'étais vraiment très petite. Je devais avoir environ 3 ans, donc elle ne l'a pas remarqué. Le temps a passé. Quand elle s'est séparée, nous sommes allés vivre chez ma grand-mère et un voisin a aussi essayé de m'emmener quelque part. Je lui ai raconté et elle n'a absolument rien fait. Elle n'a pas appelé le voisin, n'a pas essayé de comprendre ce qui s'était passé, rien. Ensuite, elle a eu d'autres petits amis. Il y a eu d'autres situations. Et un de ses petits amis, un jour, ils étaient sortis et avaient bu. Quand il est rentré à la maison, elle préparait le lit pour qu'il dorme. Nous vivions dans cette maison à 2 étages et il m'a mordu la poitrine. Je lui ai raconté ce qu'il avait fait, mais à aucun moment, elle n'a agi. À aucun moment, elle n'a parlé avec lui. À aucun moment, rien ne s'est passé. Ensuite, elle m'a dit « Ah, mais je voyais que tu continuais à jouer avec lui après que tu me l'aies raconté. Alors pour moi aussi, c'est tombé dans l'oubli. » Ma première réponse pour elle fut « J'ai continué à le traiter normalement, parce que toi aussi, tu as traité la situation comme quelque chose de normal. » Alors dans ma tête d'enfant, tout allait bien. Les épisodes dont je me souviens le plus de cette enfance sont précisément ceux-là. Cette mémoire d'abus, cette mémoire de cet oncle que j'ai, qui grâce à Dieu n'a jamais rien fait de tel avec moi, mais il était très violent, très violent. Pour n'importe quoi il se battait, pour n'importe quoi il me frappait. Ma mère a toujours beaucoup travaillé, alors je me souviens de moi-même très seule. Il y avait elle, ma grand-mère et moi. Elle toujours au travail ou avec ses amis, mais je n'avais pas cette mémoire merveilleuse de l'enfance. La solitude était devenue ma compagne constante. J'ai appris très tôt que les adultes qui étaient censés me protéger en réalité n'étaient pas vraiment présents quand j'en avais besoin. C'était comme vivre dans une maison où les murs semblaient solides de l'extérieur, mais à l'intérieur, tout s'effondrait silencieusement. Ma grand-mère était la seule qui essayait de discuter, qui essayait de comprendre les situations, mais même elle avait ses limites. La violence domestique était quelque chose de normalisé dans notre environnement. Les cris, les disputes, la tension constante faisaient partie du paysage quotidien de mon enfance. Je grandissais en pensant que c'était normal, que toutes les familles fonctionnaient ainsi. Je me souviens que j'ai développé une capacité étrange à lire l'ambiance. Je pouvais détecter dès l'instant où quelqu'un entrait dans la maison si ce serait une journée tranquille ou si une tempête s'annonçait. C'était une compétence de survie qu'aucun enfant ne devrait avoir besoin de développer. Je suis devenue experte pour me rendre invisible quand c'était nécessaire, pour me cacher quand les esprits s'échauffaient. L'école est devenue mon refuge.
même si là non plus, je ne trouvais pas la stabilité dont j'avais tant besoin. J'étais une enfant silencieuse, observatrice, qui avait appris qu'il valait mieux ne pas attirer l'attention. Les maîtres voyaient en moi une élève tranquille, mais ils ne se sont jamais arrêtés pour se demander pourquoi une enfant de cet âge avait déjà ce regard si sérieux, si adulte. Pendant ces années, j'ai développé une relation compliquée avec la confiance. D'un côté, j'aspirais désespérément à avoir quelqu'un en qui avoir confiance, quelqu'un qui me protège et me fasse me sentir en sécurité. D'un autre côté, chaque déception, chaque fois que les adultes échouaient à me protéger, construisait une barrière plus haute autour de mon cœur. J'ai rencontré cette personne quand j'avais 12 ans. Ma tante, qui a toujours vécu en Belgique, envoie cette personne chez moi. Cette personne était jusqu'alors son compagnon. Il arrive chez moi et tout est très beau. C'est une grande célébration. C'est une personne très sociable, très élégante, et il racontait que j'avais 13 ans et lui avait à cette époque 53 ans. Il a commencé à me traiter super bien. Il a pris une apparence comme s'il avait remplacé à ce moment-là mon père dans ma vie. Il est entré d'une manière où il allait suppléer tout ce qu'était un père, ce qu'était une mère, ce qu'était un ami. J'ai remarqué qu'en avançant dans cette relation, tout le monde l'aimait, tout le monde le trouvait super élégant, même moi. Il se trouve qu'un jour, nous allons dans une autre ville et il m'emmène avec lui. Dans cette petite ville, je commence à percevoir qu'il a des attentions envers moi différentes de celles qu'il avait auparavant. Un jour, il arrive que, étant allongé dans cette chambre, dans ce lit, il me touche pour la première fois. Je suis restée ainsi, choquée par la situation. Je me souviens être sortie de cette pièce en pensant « Mais c'est mal, c'est le mari de ma tante. C'est mal, c'est mal. » Dans ma tête, c'était mal. Mais il avait déjà pris une telle importance dans ma vie que j'ai commencé à confondre tous les sentiments. Pour ce voyage, ma mère ne voulait pas que j'y aille. Quand elle l'a appris, j'étais déjà là-bas. J'étais encore une enfant, j'avais à peine 14 ans à cette époque. Cela se produit pour la première fois, mais il n'y a eu aucune relation sexuelle. Il ne faisait que me toucher, m'embrasser, et je suis restée ainsi, un peu confuse. En réalité, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. J'avais juste des crises dans ma tête parce que je pensais « Ce n'est pas bien parce que c'est le compagnon de ma tante. C'est mal. » Bon, le temps passe. La relation continue ainsi. Il retourne en Belgique et continue à m'appeler. Il appelait et appelait, mais comme j'étais une enfant, je ne parlais pas beaucoup. Je disais « Oui, non, d'accord, ah, ok ». Ma mère et ma grand-mère commencent à percevoir que ces appels sont très fréquents et cela éveille leur curiosité de savoir qui est à l'autre bout du fil. Un jour, ma mère prend le téléphone de ma main, entend sa voix et comprend ce qui se passe. Sauf qu'elle ne comprend pas vraiment ce qui se passait. Elle le raconte à ma tante qui reste incrédule. Mais à aucun moment ma mère ne pense que c'est un homme de 53 ans qui parle avec une fille de 14 ans. Elle commence à se créer dans sa tête que j'avais un intérêt économique parce que c'était une personne qui était bien financièrement. Alors elle pense que parce qu'il me donnait tout, ce que je ressentais n'était centré que sur l'aspect économique. Je crois que ma famille m'a enlevé l'aspect d'être une enfant. Ils ont vu la femme à ce moment-là, ils n'ont pas vu une enfant. Quand ma tante découvre, elle vient en France. Elle veut discuter avec moi. Elle discute avec moi et je lui raconte. Elle me demande si je l'aimais, si j'étais amoureuse de lui. Je lui ai dit oui. Et là a commencé le véritable enfer. Je me voyais follement amoureuse de lui parce qu'il me contrôlait de toutes les manières qu'une personne peut être contrôlée. Imaginez que si parfois pour une femme c'est facile de se laisser dominer, imaginez pour une enfant qui n'avait même pas d'expérience. Il a commencé à me contrôler, à me dire les choses que je devais raconter. Je crois que dans sa tête folle, cela aurait été plus ou moins comme ça. Il resterait avec ma tante et resterait avec moi aussi. Je crois que c'est ce qu'il pensait. A commencé cet enfer de lui être avec elle et d'être avec moi aussi. Toute ma famille contre moi. À aucun moment personne n'a pensé à dénoncer. À aucun moment personne n'a pensé à me chercher un psychologue, à me conseiller de manière non agressive. J'ai subi tous les types d'agressions imaginables. De la part de ma grand-mère, non. Ma grand-mère était la seule qui essayait de discuter, qui essayait de comprendre la situation. Mais de la part de ma mère, de mon oncle, ce n'était que des agressions.
Je ne me sentais pas accueillie. Ce qui se passe, c'est que le temps passe. La situation continue d'être ainsi. Je grandis un peu plus. J'ai presque 15 ans et je rencontre quelqu'un. Je commence à sortir avec cette personne, mais l'autre était toujours présente dans ma vie. À aucun moment il n'a cessé d'être présent dans ma vie. Il m'achetait des téléphones en cachette, il m'envoyait de l'argent. Cet argent que je recevais, comme ce garçon que j'ai rencontré était majeur, l'argent était envoyé en son nom et il me le passait ensuite. Quand il me demandait « Mais pourquoi il t'envoie de l'argent ?» Je disais « Ah, c'est mon oncle, c'est pour ça. » Cette personne était très, très gentille. Alors il croyait aux choses que je racontais. S'il y a quelque chose que je déteste le plus dans cette histoire, c'est que j'ai toujours été une personne très transparente, très vraie. Et avec lui, j'ai appris à mentir. J'ai appris à simuler parce que je devais protéger, surtout lui, pas tellement moi. Mais lui avait besoin d'être protégé. Le contrôle qu'il exerçait sur moi était absolu et sophistiqué. Ce n'était pas seulement physique ou émotionnel, c'était psychologique dans le sens le plus profond. Il avait étudié chacune de mes vulnérabilités, chaque besoin émotionnel que j'avais à la suite de mon enfance traumatisante, et il les utilisait comme des outils pour me garder liée à lui. Il me faisait me sentir spéciale, unique. Il me disait que j'étais mature pour mon âge, que je comprenais des choses que les filles de mon âge ne pouvaient pas comprendre. Il me faisait sentir comme si j'étais sa confidente, sa partenaire dans quelque chose qui était notre secret spécial. Tout cela faisait partie d'un processus de manipulation parfaitement calculé. Même si à ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce que signifiait ce mot. Le temps passe, ma tante tombe enceinte de cette personne. De mon point de vue, elle était très, très amoureuse de lui, alors elle a essayé par tous les moyens de maintenir cette relation. Elle voulait absolument rester avec lui. Ils décident de venir vivre en France. Ils vont vivre très près de la maison où je vivais. Lui et moi continuions à avoir une relation. Le bébé était déjà né et une période vraiment terrible, terrible a commencé. Elle se battait avec moi. Je me battais avec elle. Elle a raconté à tout le monde dans mon quartier ce qui se passait avec l'intention de ruiner mon image. J'ai été désignée comme celle qui essayait de voler le mari de la tante. Mais à aucun moment, je le répète toujours, personne n'a jamais pensé à moi comme une enfant qui a rencontré cette personne à 12, 13 ans. Pendant tout ce temps, je n'ai jamais eu d'aide psychologique, ni morale, ni rien. Le seul point d'appui que j'avais était mon ami, qui est mon ami jusqu'à aujourd'hui, et sa mère. Le reste, la famille, tout le monde disait toujours « Non, tu es avec lui parce que tu veux, tu cherches la belle vie, tu as grandi avec de l'ambition. » C'était tellement absurde que je regardais et disais « Mais je n'ai rien de lui que je veuille, sauf l'amour et l'attention qu'il me donne. » Entre les disputes et les confusions, l'argent qu'ils avaient, ils ont tout perdu parce qu'ils ont fait de mauvais investissements. La situation économique a empiré drastiquement. Elle décide finalement de le quitter, de retourner en Belgique et il reste en France avec moi. Ma première fois n'a pas été avec lui, mais la deuxième, oui, parce que je n'arrivais pas à être avec qui que ce soit, parce que dans ma tête, il n'existait que lui. Il était vraiment tout pour moi. Même l'essai d'avoir un petit ami était pour essayer de me sortir de cette relation. Bien que cette personne soit très élégante, des épisodes très difficiles se sont produits. Cette personne m'a agressée. Alors là, pour moi, je me suis dit « Ok, on ne peut pas continuer ici. » Nous avons rompu, il n'y a plus rien eu. Le problème est que cette autre personne a toujours été présente dans ma vie. Jamais, depuis qu'il est entré, il n'est sorti jusqu'à bien plus tard. Même quand on parle du sujet sexuel, c'était une personne extrêmement promiscue, extrêmement, je n'ai pas de mots pour décrire. Tant et si bien qu'une fois j'ai contracté une sorte de MST que mon gynécologue m'a dit, cela a été transmis sexuellement. Je lui ai dit, comment ça? Non, impossible. Le gynécologue m'a expliqué. Je lui ai dit, tu me trahis. Il m'a dit, non, absolument pas. Probablement tu as été avec une autre personne. Je ne l'ai jamais trahi. Plus tard, j'ai découvert qu'il me trompait réellement avec une autre personne mariée et là, j'ai eu la certitude. Parce que jusqu'à là, je me disais, non, le médecin ne doit pas s'être trompé.
À cette époque, j'avais déjà 17 ans. C'était une situation bien absurde, parce qu'après être célibataire, il avait une maison dans une partie de ma ville et je suis allée vivre avec lui. Je vivais un peu chez moi, un peu chez lui, et au moment où je n'étais pas à la maison, c'était le moment où il me trompait, où il faisait ce qu'il voulait de sa vie. À cette époque, je n'avais plus rien, j'étais déjà très fragile économiquement. Les gens qui disaient que j'étais avec lui parce que je voulais quelque chose, à ce moment-là ne pouvaient plus rien dire parce que je suis restée avec lui quand il avait tout et je suis restée quand il n'avait absolument rien. À 18 ans, je tombe enceinte de cette personne. Ma mère devient folle parce qu'elle se souvient de tout ce qui s'est passé quand elle avait 15 ans et qu'elle est restée avec moi. Elle me convainc que le mieux est de ne pas avoir le bébé et j'en garde un souvenir très terrible. La période où je tombe enceinte est à peu près la période où ma tante part avec le bébé. Dans la voiture, je lui dis « Dis-moi ce que je dois faire parce que ma mère me pressait d'un côté et de l'autre et je vois que tu n'es pas très présent pour ce qui se passe. » Je lui dis « Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi ce que je dois faire. Je dois avoir le bébé ou je ne vais pas avoir le bébé? » Il dit « Ah, je n'ai pas le temps de penser à toi maintenant. Je pense à mon fils qui part. Je dois déménager. Je dois faire mes affaires. Je n'ai pas le temps de penser à toi maintenant. » Cela pour moi fut comme un seau d'eau froide parce que jusqu'alors je pensais qu'il m'aimait. Il se trouve qu'après, je n'ai pas cet enfant. Environ 1 an passe, j'ai presque 19 ans et il est vraiment dans une situation compliquée en France. Il gagnait 15 € par semaine pour nettoyer les crottes du chien du voisin. Comme il a toujours été une personne très snob, très hautaine, il se sentait meilleur que tout le monde. Il commence à s'attrister avec cette situation. J'ai toujours rêvé d'aller en Suisse. Cela a toujours été mon rêve. Je pensais qu'après tout ce que j'avais traversé avec lui, je méritais une récompense pour tout ce que j'avais enduré. Je le convainc d'aller en Suisse. Quand vous êtes dans une relation toxique dès le plus jeune âge, votre perception de ce qui est normal est complètement déformée. Ce qui, pour tout observateur extérieur, serait des signaux d'alarme évidents, pour moi était devenu la manifestation de l'amour que je connaissais. La jalousie extrême, le contrôle, les manipulations émotionnelles, tout cela faisait partie de ce que je croyais être une relation de couple. L'isolement était l'un de ces outils les plus efficaces. Il m'avait progressivement séparé de mes amis, de ma famille, de toute personne qui aurait pu m'offrir une perspective différente sur ce que je vivais. J'étais devenue dépendante, non seulement économiquement, mais émotionnellement. Mon estime de soi était complètement liée à son approbation, à ses paroles, à sa présence. La grossesse que j'ai perdue fut l'un des moments les plus traumatisants de ma vie, non seulement à cause de la perte elle-même, mais aussi en réalisant que pour lui, je n'étais pas une priorité, même à un tel moment. J'étais juste une pièce de plus dans son jeu, quelque chose qu'il pouvait utiliser ou jeter selon ses convenances à chaque instant. Quand tu sais que tu vas dans un endroit où tu ne connais rien ni personne, pour moi ce fut ça. C'était l'année 2008, ce fut l'une des années les plus terribles de ma vie, car ce fut l'année où je perds ma grand-mère en juillet, qui était pour moi un très grand soutien. En octobre, le même jour où ma grand-mère est morte, il retourne seul en Suisse. En novembre, il m'envoie mes billets et je viens en Suisse. Cette personne qui n'était déjà plus si merveilleuse, mais qui était quand même très élégante avec moi en France, quand nous arrivons ici en Suisse, elle se modifie complètement. Ce n'était plus la personne que je connaissais. Si je mettais du rouge à lèvres, il me demandait « Pourquoi tu te mets du rouge à lèvres? Tu veux attirer l'attention ?» Si je me coiffais d'une manière différente, « Ah, tu penses qu'ici c'est la France, que tu peux sortir comme tu veux ?» Toute amitié, absolument toute amitié que j'essayais d'avoir, il lui trouvait un défaut. Je ne pouvais parler avec personne. Je ne pouvais parler avec personne. Pendant cette période, je rencontre une personne merveilleuse avec qui j'ai encore contact aujourd'hui et que j'aime, qui est sa sœur, qui m'a aidé de toutes les manières qu'une personne peut aider une autre. Je commence à étudier parce que je suis restée pratiquement 1 an à la maison sans travailler, sans étudier. Il gagnait très peu pendant cette période, mais nous arrivions à nous maintenir, mais rien d'exceptionnel. Je commence à vouloir travailler, même pour pouvoir commencer à voir des gens, parce que je venais d'une situation où en France je ne travaillais pas. J'avais ma mère,
Je l'avais lui, donc je n'avais pas cette chose de devoir aller travailler. En arrivant ici, j'ai perçu la nécessité que j'allais avoir d'étudier et de travailler, d'une part parce que j'avais besoin d'apprendre la langue. Je pensais, comment vais-je apprendre la langue si je ne parle qu'avec lui, si je ne connais que lui, si je n'ai d'amitié avec personne? Je commence à vouloir étudier, mais il cherchait toujours des obstacles, essayant toujours de poser des problèmes. Sa sœur, je crois que, par le fait que j'avais l'âge de ses enfants, m'a pris beaucoup d'affection. Elle a cherché l'école pour moi, m'a inscrite et j'ai commencé à étudier. Seulement à l'école, je ne disais à personne que j'avais un compagnon, parce que je savais qu'au moment où les gens le sauraient, ils me jugeraient. Ici, à 20 ans, tu es encore presque une enfant, une adolescente. Les gens m'allaient pas comprendre comment toi, à 20 ans, tu es mariée avec cette personne si âgée. Il se trouve que moi non plus, je ne disais rien. Quand ils me posaient des questions sur les personnes qui étudiaient avec moi, je ne parle avec personne, parce que je savais que si j'avais des contacts avec quelqu'un, si je commençais à sortir, il allait commencer à créer des problèmes. Je préférais ne rien raconter. Un peu de temps passe, je parlais déjà français, je ne parlais pas si bien mais je parlais plus ou moins, j'arrivais à me faire comprendre et je veux commencer à chercher du travail. Je ne savais pas du tout comment faire. Je lui demande conseil et il me dit « mais ici en Suisse, si tu veux trouver du travail, tu dois faire un CV fait à la main, papier et main, parce que les gens te donnent plus de valeur ainsi. » J'étais si naïve à cet égard que je l'ai cru. Je vais dans les magasins pour commencer à déposer des CV et la vendeuse m'a regardée et m'a dit « Écoute, tu m'as plu, mais ce CV est lamentable. Tu dois faire un CV sur l'ordinateur, tu dois le faire joli. » Elle m'a dit « Qui t'a dit de faire le CV de cette manière ?» Je lui ai dit « C'est mon compagnon qui me l'a dit. » Elle m'a dit « Non, c'est très mal, très mal. Tu ne trouveras jamais de travail comme ça. » Là, je commence à percevoir ses intentions qui étaient vraiment de me priver de travailler, d'étudier, parce que ainsi je continuerai toujours sous les ailes de sa protection et je n'arriverai jamais nulle part. Je trouve un travail et je commence très doucement comme assistante de vendeuse, puis je deviens vendeuse. Il me disait qu'ici en Suisse, il y a ces contrats où soit tu travailles longtemps, soit pour une durée déterminée. Ce travail de longue durée est difficile à obtenir, mais pas impossible. Il me disait « Personne ne te donnera jamais ce type de contrat ici, jamais. » Toutes les fois qu'il pouvait me rabaisser, toutes les fois qu'il pouvait briser mes espoirs, il le faisait. Mais comme il y a un bon Dieu, ce travail me donne ce contrat à durée indéterminée. En obtenant ce travail, qui ne gagnait pas beaucoup, mais suffisait déjà pour me maintenir, je commence à travailler, à grandir au sein de cette entreprise. Et chaque fois, plus je me sépare de lui. Une chose que je ne vous ai pas racontée. Avant même de trouver ce travail, je n'avais évidemment pas les documents quand je suis arrivée ici en Suisse. Tu as besoin de faire ce document pour pouvoir travailler. Et ce document, tu ne le fais que de 2 façons. Soit tu te maries, soit tu es descendante de Suisse. Je me suis retrouvée à devoir me marier. Je ne voulais pas me marier avec lui. Je n'ai jamais voulu me marier avec lui. Jamais. Mais je devais le faire pour pouvoir avoir mes documents. Pour moi, j'ai lu ce mariage comme « je vais devoir m'attacher pour pouvoir voler après ». Parce qu'avec des documents en main, je pouvais tout faire. Je me marie avec lui. Et je me souviens qu'avant d'aller au mariage civil, ma mère me dit au téléphone « Es-tu sûre de vouloir te marier? Es-tu sûre ?» Je lui dis « Je ne veux pas me marier, mais je dois le faire. Je me marie avec lui à midi. » Ici, il est très courant que les gens ne te donnent pas de cadeaux, les gens te donnent de l'argent, ils le mettent dans une enveloppe et te le donnent à la fin de la fête. À la fin de la nuit, je lui dis « Nous pourrions aller à Genève, nous promener là-bas, puisque nous avons gagné cet argent. » Il me regarde en face et me dit « Tu ne vas pas dépenser d'argent, tu ne vas rien dépenser. Cet argent, nous allons le garder, et moi, je vais le garder. » Il me répond déjà si brusquement et je me suis dit « Je ne m'attendais pas à ce qu'il me parle de cette façon le jour même du mariage. » Quand nous allons avoir des relations, il me regarde en face et me dit « Enfin, je peux. » Il a utilisé un mot vulgaire avec « ma femme ». Enfin, je vais avoir des relations avec ma femme. J'étais si choquée que je suis restée sans réaction. Dans ma tête, je pensais « Comment un mari dit une chose aussi dégoûtante à sa femme? Vous venez de vous marier. » C'était un samedi. Le dimanche,
Comme il m'avait ennuyé parce que je ne voulais aller nulle part, nous avons commencé à avoir une discussion. Il a tout cassé dans la maison, tout, voulant me montrer que c'était lui qui commandait maintenant. Il me disait « Va-t'en de la maison si tu veux partir, va-t'en ». Pourquoi disait-il cela? Parce qu'en France, quand il me disait « va-t'en », je prenais mes affaires et je retournais chez ma mère. Ici, je n'avais nulle part où aller. Je n'avais pas d'amis, je ne connaissais personne. Je n'avais pas encore restauré la relation avec ma tante, donc je n'avais nulle part où aller. Le mariage n'a rien changé à notre dynamique, il l'a juste formalisé légalement. En fait, il semblait lui avoir donné plus de pouvoir sur moi, comme s'il avait maintenant un rôle officiel qui justifiait son comportement contrôlant. La violence domestique s'est intensifiée, non seulement physique, mais surtout psychologique. Bon, le temps passe, je travaille déjà à cette époque. Quelques années ont passé, je travaillais tout bien. Je commence à avoir vraiment de l'aversion pour lui. De l'aversion parce que tout était un motif de dispute, tout était un motif de discussion. Si je restais sur l'ordinateur à parler avec mes amis en France, c'était un problème. Si je n'étais pas sortie à l'heure que j'avais dit que j'allais sortir, c'était un problème. Tout était un problème, tout était un enfer. Jusqu'au jour où nous avons eu une discussion si absurde que là j'ai perçu qu'il n'y avait vraiment pas moyen de continuer cette relation. Nous avons eu une discussion sur la façon de faire mûrir les figues. Je lui disais que ma grand-mère avait l'habitude de mettre les figues dans une feuille de journal et de les mettre au four pour qu'elles mûrissent. « Mais tu es idiote, tu ne comprends rien. Il faut mettre les figues près de la pomme, parce qu'ici en Suisse on fait comme ça, et c'est la bonne façon de faire. » Une discussion si absurde a commencé à 4 heures du matin qu'elle s'est terminée de cette façon. Il a essayé de m'agresser, et moi avec le couteau à la main sur sa gorge en lui disant « Je vais te tuer aujourd'hui ». Là, j'ai perçu que j'allais perdre ma vie à cause de lui. Tout était si absurde que là, à ce moment-là, j'ai commencé à me programmer pour partir. Mais je n'avais pas d'argent de côté pour pouvoir dire « Je vais louer une maison et je pars ». Ce n'était pas si facile. Au moment où j'ai décidé que je partais, j'ai commencé à m'organiser. Je ne disais plus rien, je ne me battais plus. Je lui ai juste dit « Pour moi, à partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus ensemble. Nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. » Mais il n'a jamais cru que j'allais vraiment partir parce qu'il pensait « Si tu dois partir d'ici de la maison, tu devras retourner dans ton pays. Tu ne resteras pas ici. Tu devras partir. » Il ne comptait pas sur le fait que j'étais vraiment déterminée à le quitter. J'ai commencé à bouger, je suis allée au tribunal, j'ai demandé un avocat gratuit parce que je n'avais pas une très bonne situation économique et j'ai obtenu cet avocat. J'ai demandé la séparation et il ne croyait pas que j'allais demander la séparation. Le jour de l'audience de séparation, il a fait un enfer pour ne pas aller à l'audience. Il a inventé toutes les excuses. Il a fait comme s'il s'était perdu en chemin. Un chemin qu'il a fait toute sa vie, qu'il connaît parfaitement. Nous sommes arrivés en retard, mais je crois que Dieu met toujours la main. Le juge était aussi en retard et nous avons réussi à faire cette séparation. Grâce à Dieu, nous nous sommes séparés, mais nous vivons toujours dans la même maison. En vivant dans la même maison, il croit qu'il me doit encore des explications sur ma vie. Tu es sorti, où vas-tu? Avec qui vas-tu? J'étais déjà tellement irritée par cette situation que je lui ai dit « Tu n'es plus rien pour moi, tu n'es rien, tu n'es pas mon mari, tu n'es plus personne dans ma vie. » Il ne l'acceptait pas parce qu'il a toujours eu un contrôle absolu sur moi. Il était habitué à me contrôler depuis que j'avais 12 ans. « Comment ça tu as grandi? Comment ça je ne te contrôle plus ?» Pensant me contrôler, il met dans la séparation qu'il ne me donnerait pas de pension, qu'il ne me donnerait rien, parce qu'à cette époque, il s'était déjà remis économiquement. Il était déjà bien économiquement. J'ai perçu avec le temps après, j'ai compris pourquoi il a eu une récupération économique si rapide. Il signe les papiers, mais il est clair qu'il ne me donnera rien. Le juge, voyant cette situation, a vu combien je gagnais et combien il avait. Le juge m'appelle et me demande « Êtes-vous sûr de ne rien vouloir? Parce que vous avez le droit. » Je lui dis « Je ne veux rien. » Le juge a discuté avec moi pendant une demi-heure à part. Généralement, les juges ici ne font pas ça, mais je crois qu'il a perçu à quel point j'étais jeune, à quel point j'aurais besoin de cet argent.
Je dis au juge, je ne veux rien, parce que s'il me donne une pension, je serai liée à lui pour le reste de ma vie et je ne veux plus rien avec cette personne. Je veux juste qu'il disparaisse de ma vie. Je ne veux plus entendre parler de lui, parce que je crois qu'en grandissant et après être venue ici, j'ai pris conscience de ce qu'il m'avait fait, qui était très grave. C'est là que j'ai appris ce qu'était la pédophilie, ce qu'était l'abus sur mineurs, et tout cela m'a donné de la répulsion. Ce que j'ai découvert après être ici, et que ma tante savait aussi depuis longtemps, de nombreuses années avant moi, c'est qu'il avait déjà eu ce comportement avec d'autres filles, qu'il s'était déjà comporté de cette façon, parce que son ex-femme lui a raconté l'épisode qui s'est passé entre lui et la petite fille de la voisine. J'ai développé une haine incommensurable pour cette personne. Le fait est que quand je réussis à quitter la maison, c'est l'année où je vais en France. Je vais en France passer 15 jours parce que j'avais vraiment besoin de recharger mes énergies. Quand je vais en France, je quitte déjà la Suisse avec ma maison louée. J'ai trouvé cette personne merveilleuse. Je lui ai expliqué toute ma situation, que je n'avais pas d'argent parce qu'ici, pour louer une maison, on demande généralement 6 mois à l'avance plus le loyer ou 3 mois à l'avance plus le loyer, et je n'avais pas cet argent. Je parle avec elle et je lui dis « Écoutez, je peux payer 1 mois à l'avance et 1 mois de loyer. Je n'ai pas plus que ça. » Cette dame m'a prise en affection et me loue cette maison. Il semble que lorsque nous nous sommes séparés pendant une période, il a cessé d'être cette personne infernale et est redevenu mon ami. Il est redevenu cette personne que j'ai connue à 12 ans. Il est redevenu cette personne. Comme je n'avais pas de point de référence, la personne que je connaissais et en qui j'avais confiance était lui. Alors je crois en cette amitié. Je crois en cette volonté de m'aider. Je vais en France. Je reste 15 jours. Ma maison est déjà louée ici. Mais quelque chose en moi me dit « Ne lui fais pas confiance, ne lui fais pas confiance. » Mais j'ai fait confiance. Je vais en France. Quand je reviens, avant de revenir, il a vu qu'en France, je m'amusais, que je sortais, que je vivais ma vie, et il commence à m'embêter. Si tu es allé en France pour rester avec ta famille, pourquoi tu ne fais que sortir? Si tu es allé en France pour rester à la maison, pourquoi tu ne fais que sortir? Il commence à embêter et je lui dis « Écoute, je ne suis plus mariée avec toi. Je n'ai plus d'obligation de te donner des explications sur quoi que ce soit. » Il me dit « Ah, alors quand tu reviendras, tu ne reviendras pas chez moi. Cherche un endroit où rester parce que tu ne resteras pas ici. » Comme je préparais encore mon déménagement, j'allais arriver, j'allais organiser mon déménagement, j'allais passer 3-4 jours et partir. Le fait qu'il ne voulait plus que je reste à la maison, puisque la maison était à lui, a fini par changer tous mes plans. J'appelle cette dame. Je discute de nouveau avec elle de la situation. La dame me dit « Il n'y a aucun problème. Tu peux entrer dans la maison tranquillement. Je serai là à t'attendre. » J'arrive et il me laisse une énorme lettre racontant notre histoire du début à aujourd'hui, qu'il avait changé, qu'il m'avait transformé, qu'il ne voulait plus jamais me revoir, qu'il souffrait, ces litanies auxquelles nous sommes déjà habitués. Je lis cette lettre et je commence à sourire parce que je me disais « Mon Dieu, comment une personne peut-elle être si folle ?» Je pars, je commence à vivre dans cette maison. Je suis entrée dans cette maison. Je n'avais rien, rien. C'était une maison meublée, mais je n'avais rien. Pas de drap, pas de serviette. Je n'avais rien. J'ai dormi. J'ai eu si froid cette nuit-là. Mais ce fut la meilleure nuit de sommeil que j'ai eue ces dernières années de ma vie, parce que je me suis sentie libre. J'étais en paix. Je n'avais plus de raison de me battre, d'avoir peur. Je vivais bien. Je n'avais pas d'autre histoire. Je ne sais pas comment il a découvert où je vivais. Une nuit, j'arrive à la maison, je vais dormir et je sens quelque chose à la porte. Je me suis dit, qui tire le rideau? En dormant, à moitié éveillée, à moitié endormie, je me lève doucement, très doucement. Je vois cette silhouette à l'extérieur de la maison essayer d'ouvrir de l'extérieur. Cette personne portait des gants, un bonnet sur le visage, tout couvert. La personne qui essayait d'ouvrir ne me voit pas, parce que je me suis levée si doucement qu'elle était tellement concentrée à ouvrir qu'elle ne me voit pas. Je crie désespérément, les voisins voient, et cette personne court,
et réussit à s'échapper. Dans mon innocence, parce que je pensais encore qu'il était une bonne personne, je l'appelle et je lui dis « Écoute, ça s'est passé ici. » Il me dit « Oh, petite souris, quel dommage, fais attention, tu dois être vigilante, tu as peur de rester. » Je lui dis « Bien sûr que j'ai peur de rester ici, bien sûr, je ne peux plus rester ici. » Le lendemain, toujours en parlant avec lui de ce qui s'était passé, de mon état émotionnel, il me dit « Viens vivre ici à la maison un moment, jusqu'à ce que tu puisses déménager. Au moins, tu ne te sentiras pas seule. » Idiote, quelle idiote j'ai été. Je retourne à cette maison d'où j'avais réussi à sortir. J'avais réussi à sortir. Je retourne là-bas. J'y suis restée exactement 72 heures parce que le premier jour, tout allait bien. Le deuxième jour, il me regarde en face et me dit « Ah, je ne supporte plus de t'avoir ici. Je n'en peux vraiment plus de voir ton visage. J'ai besoin que tu sortes de ma maison parce que je n'arrive pas à être avec toi ici. » Pourquoi a-t-il fait ça? Il savait que je n'avais pas d'autre argent pour la caution. Il savait que je n'avais nulle part où aller et en me mettant dehors, j'allais me retrouver dans la rue ou retourner en France. Dans ma tête, tout a eu un sens. La personne qui essayait d'entrer chez moi, c'était lui. Même s'il n'a jamais avoué, mais c'était lui. Pourquoi la personne portait des gants? Parce qu'il avait une main très caractéristique. La forme de l'ongle était une chose que tu regardais et tu comprenais que c'était lui. C'est pour ça que la personne avait le bas sur le visage, pour que je ne la reconnaisse pas. C'était ça. Et Dieu sait quelle intention il avait de faire avec moi. Je crois que dans mon histoire, Dieu a toujours beaucoup mis la main. Dieu m'a toujours guidée. Quand il a recommencé à perturber mon jugement, il m'appelait 60 fois par jour, m'embêtant. J'ai entendu dans l'annonce du journal qu'il y avait cette petite maison à louer, une maison bien humble. La maison n'avait rien. Il faudrait tout acheter. Je parle avec ce monsieur, que Dieu l'ait, il est déjà parti. Et ce monsieur me dit « Si vous voulez la maison, je vous la loue. » Je lui ai dit « Je n'ai pas l'argent de la caution à vous donner, monsieur. » Sa femme me dit « Non, ne vous inquiétez pas. Vous payez tous les 3 mois. Tous les 3 mois. » Je suis restée ainsi, j'ai dit « Impossible. Comment une chose pareille est-elle possible? » Tous les 3 mois, je leur payais le loyer des mois que j'avais passés. Cette maison coûtait la moitié de l'argent que je payais pour l'autre maison qui était beaucoup mieux. J'allais me retrouver dans un environnement plus protégé parce que c'était une copropriété pleine de femmes et j'étais au dernier étage. Cette fois, ils ne savaient pas où j'allais. Je restais très attentive, je faisais 1000 détours avant d'entrer dans la maison pour qu'ils ne découvrent pas où je vivais. Chaque fois, ils me disaient « Mais où vis-tu? Où vis-tu » Et je ne disais pas. En ces 72 heures, j'ai trouvé une maison. J'ai réussi à partir de nouveau. Quand il est rentré du travail, je lui ai dit « Écoute, merci beaucoup pour le séjour, mais je m'en vais déjà. » Il a été surpris, il m'a dit « Tu as réussi à partir? Tu as une maison chez qui ?» Je lui ai dit « Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que je quitte ta maison comme tu le voulais. »« Non, mais tu aurais pu rester quelques jours de plus. »« Non, » lui ai-je dit sans réfléchir. Je lui ai dit « Non, je crois que j'ai vraiment compris qui tu es maintenant. Je suis venue ici, qui est le quartier où je vis encore aujourd'hui. J'ai aussi vécu une période intense de travail. Je travaillais dans 5 endroits. Dans un magasin, je travaillais 16 heures, dans un autre 40 heures, et dans 3 autres emplois, je faisais du ménage, parce que je n'arrivais pas à subvenir à mes besoins. L'argent que je gagnais était peu. Je n'arrivais pas à subvenir à mes besoins. Mais tout doucement, tout s'arrange toujours. Tout s'améliore avec le temps. Le magasin où je travaillais 16 heures, c'était plus ou moins comme ça. Le magasin où je travaillais 40 heures m'a licencié. La sous-gérante du magasin où je travaillais 16 heures, qui est le même magasin où j'ai trouvé du travail au début, a démissionné. Et comme mon patron m'aimait beaucoup, il m'a donné le poste. À partir de là, j'ai commencé à gagner beaucoup plus. Donc je n'avais plus besoin de me tuer dans tous ces travaux que je faisais. Je suis devenue très maigre, absurdement maigre pendant cette période. En travaillant, j'ai rencontré mon mari actuel. Je rencontre ce mari actuel. Je lui raconte toute l'histoire depuis le début, depuis que j'ai connu cet homme, qui il était, ce qu'il faisait, tout, parce que je lui ai dit « Je veux que tout entre nous soit extrêmement propre. Je ne veux plus de saleté dans ma vie. Je veux que tu saches tout de moi. Je ne veux rien cacher. » Il découvre
que je suis avec cette personne, avec mon mari actuel. Il le découvre de cette façon. J'avais oublié un vélo chez lui. J'ai toujours été folle de vélo. Je n'ai jamais eu l'occasion d'en avoir quand j'étais enfant. Et adulte, j'ai eu ce premier vélo. Je le trouvais beau. Je voulais le récupérer. Je l'appelle parce que mon portable se décharge. Je devais passer chez lui pour le récupérer. Et j'appelle du portable de mon mari actuel. Il prend le numéro et l'enregistre. Une fois, il appelle mon mari actuel en lui disant « Fais attention, elle ne vaut rien ». Il m'a insulté. Il a dit tout ce qu'il pouvait et ne pouvait pas. Seulement mon mari actuel savait déjà tout ce qui s'était passé, savait tout. Alors, quand il a appelé, cela n'a pas eu d'effet. Mais imaginez une personne que vous connaissez depuis peu. Une autre personne appelle, l'ex appelle en insultant, en disant des choses terribles sur vous. La personne aurait pu y croire. Mon mari aurait pu y croire. Finalement, je n'ai plus aucun contact avec lui. Ma vie, grâce à Dieu, prospère. Je me marie, j'ai ma première fille, j'ai mon deuxième enfant. Il me recontacte et veut être ami, veut maintenir une relation d'amitié avec moi. Et moi, je ne veux aucun type de relation avec lui. Comme si cela ne suffisait pas, il a continué à avoir une relation d'amitié avec ma tante, justement à cause de l'enfant qu'ils avaient eu ensemble, enfant dont il ne s'est jamais soucié. La pension de l'enfant ne la recevait que tant que j'étais avec lui, parce que c'était moi qui prenais l'argent et le lui apportais. Il ne s'est jamais soucié si l'enfant était vivant, mort, s'il mangeait, s'il buvait, s'il avait des chaussures. C'était ma tante qui faisait tout. Il ne s'en est jamais soucié. Évidemment, pour moi, l'enfant n'est pas seulement l'enfant, c'est mon cousin, je l'aime. Donc, tant que j'étais avec lui, ce que j'ai pu faire, je l'ai fait. Et il n'a jamais donné d'importance à l'enfant. Ils ont continué à avoir cette relation d'amitié aussi parce qu'ils avaient d'autres choses en commun, des biens matériels à eux. Lors d'un de ces appels qu'il me faisait, il me demandait « Et comment vont les choses là-bas en France? Ta tante a réussi à vendre le terrain ?» Je n'avais aucune mauvaise intention dans ce que j'ai dit. Je lui ai dit « Ah oui, elle a réussi à vendre et elle a même bien vendu. » Il a rapporté cela à ma tante et elle a été offensée parce qu'elle ne voulait pas qu'il sache qu'elle avait vendu. Je ne savais pas que cela allait causer tant de désordre, mais je ne sais pas non plus comment il a raconté l'histoire à ma tante, parce qu'il a toujours aimé semer la discorde entre elle et moi. Il a toujours alimenté cette rivalité, cette idée qu'il était le désiré et que nous nous disputions à cause de lui. Ma tante et moi avons toujours, avant que cette personne n'entre dans nos vies, eu une relation merveilleuse. Elle a toujours été ma tante adorée, je l'ai toujours beaucoup admirée, je l'admire encore aujourd'hui. Elle a toujours été une personne très guerrière, très battante, et il a détruit notre relation de manière irréparable. Au fil des années, tant de choses se sont passées que nous nous sommes éloignés, J'ai la certitude que je l'aime beaucoup, et je sais qu'elle m'aime aussi. Mais nous ne parvenons plus à avoir une coexistence pacifique à cause de cette personne qui a détruit notre relation d'une manière absurde. Tant et si bien que je l'appelais « mauvaise herbe », parce que là où il s'approche, il y a destruction, il n'y a pas moyen, c'est absurde. Aujourd'hui, je vais bien. Aujourd'hui, je vais bien. Je suis heureusement mariée à une personne merveilleuse. Nous sommes mariés depuis 12 ans. Nous avons 2 beaux enfants merveilleux. Ce n'est pas parce que ce sont mes enfants, mais ce sont les plus belles choses. Mon mari est fantastique. Je suis folle de lui et il est fou de moi. J'ai réussi à avoir cette stabilité au travail. J'ai complètement changé ma vie. Avant, je travaillais dans la vente. Aujourd'hui, je suis maquilleuse. J'ai réussi à réaliser mes rêves, l'école, le rêve d'aller à l'université. Maintenant, en décembre, avec la foi en Dieu, je reçois mon diplôme en droit. Et c'était une chose dont je rêvais beaucoup, que je voulais beaucoup. Et je ne parviens à le réaliser que maintenant à 39 ans. J'ai réussi à me faire un nom ici en Suisse comme maquilleuse, à travailler avec les marques que je voulais. Ma vie a changé, a changé. J'ai un avant et un après. Cette personne, avant lui, tout était terrible. Après lui, tout, absolument tout s'est amélioré. Mon mari est une personne très, très gentille, très compréhensive, très solidaire.
C'est le genre de personne à qui on tend la main et on dit « Allons-y, sautons ici et on saute ensemble ». Jamais. Enfin, ce n'est pas un mensonge. J'ai toujours rêvé de la vie que j'ai aujourd'hui, mais je n'ai jamais pensé que ce serait possible, que ce serait réel, parce que en moi, je portais toujours ce poids d'avoir été la femme qui a trahi sa tante, la femme qui est restée avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Alors si tu as causé le malheur dans la vie de l'autre, tu n'as pas non plus le droit d'être heureuse. Tu ne seras pas heureuse. Après beaucoup de thérapie, j'ai réussi. Et après avoir étudié aussi la loi, une chose que j'ai encore, cette chose de penser, quel dommage que je ne puisse plus le dénoncer. Quel dommage qu'il ne réponde pas de ce qu'il a fait, parce qu'aujourd'hui je l'aurais dénoncé. Et avec la conscience que j'ai aujourd'hui, je perçois que je n'ai pas été la cause du malheur de la famille. J'ai été la victime. Si j'avais été plus accueillie, plus écoutée, plus protégée en tant qu'enfant, rien de ce que j'ai vécu, rien de ce qui s'est passé ne se serait passé. Si au moment où ma mère a pris ce téléphone, a entendu que c'était lui et avait agi, avait porté plainte, s'était positionné, cela ne se serait pas passé, rien de tout cela ne se serait passé. Si j'avais été suivie par un psychologue, par un psychiatre, tous les traumatismes que j'ai portés dans ma vie, je les ai portés en accumulant les uns derrière les autres. Cela m'a causé 1000 autres problèmes. J'ai eu un problème d'obésité parce qu'à un moment je mangeais pour chasser la tristesse, je mangeais pour chasser l'anxiété. J'ai atteint 112 kilos, j'ai dû me faire opérer pour maigrir. J'ai dû dépenser de l'argent avec un psychologue, avec un psychiatre pour contrôler l'agressivité, pour comprendre que j'ai été une enfant abusée, que j'ai subi la pédophilie, que j'ai subi des abus sur mineurs. Je n'ai atteint aucune maturité adulte, dans la mesure où l'on peut considérer adulte une personne entre 19 et 23 ans, parce que c'est à 23 ans que je l'ai quitté, avec une tête de personne qui arrive à cet âge sans tout le bagage que j'avais. Je me suis toujours considérée comme une vieille jeune. J'ai toujours été plus mature que je n'aurais dû l'être parce que j'ai été obligée de grandir très vite. Les gens n'ont jamais vu en moi une enfant. Ils ont toujours vu. Je me suis perçue enfant quand j'étais enfant en regardant ma fille. Je regarde ma fille. Ma fille a 13 ans. Je dis, bon sang, j'avais cet âge. Pourquoi personne ne m'a protégée? Pourquoi personne n'a rien fait? Pourquoi ai-je été si accusée? Pourquoi ai-je été si maltraitée, sacrifiée? S'il vous plaît, je ne veux pas me décharger de ma culpabilité. J'ai eu ma part de culpabilité aussi, mais aujourd'hui j'arrive à me voir comme la victime que j'ai été. Et j'arrive à reconnaître. Je me souviens d'un épisode à l'université où nous parlions de la violence envers les femmes. J'ai fait un cours très spécifique sur ce sujet et je me souviens qu'il y a eu un cours où l'on parlait de traite d'êtres humains. Au moment où l'argument a été abordé et que j'ai compris que ce qui m'était arrivé était ce qui était expliqué à l'université, je suis sortie de la salle en me sentant mal, en me sentant vraiment mal, parce qu'à ce moment-là, c'était comme si un voile s'était levé, où toute la saleté était cachée. Là, je me rends compte que moi, avec ma mère, avec ma tante, avec mon oncle, avec les personnes qui ont participé à ce scénario grotesque, c'est pour cela que je n'arrive plus à avoir une relation affective, plus proche, parce qu'en réalité, je les blâme aussi pour ce qui m'est arrivé. Alors aujourd'hui, quand je vois ma famille, j'ai un instinct de protection envers ma fille, mon fils, que je trouve exagéré, mais c'est justement parce que je ne me suis pas sentie protégée et aimée quand j'étais enfant. Alors avec eux, j'essaie d'être la plus protectrice possible. Aujourd'hui, je regarde la famille que j'ai construite. Je regarde la maison que j'ai et tout ce que j'ai réussi. Et lui, là-bas derrière, disait que je n'y arriverais pas parce qu'il avait cette habitude de me dire « Toi ici en Suisse, sans moi, tu vas devoir te prostituer parce que tu n'y arriveras pas. » Aujourd'hui, je regarde tout ce que j'ai fait, la carrière que j'ai, je me dis « Bon sang, je suis une victorieuse. J'ai réussi ça. Personne ne me l'enlève. Personne ne me l'enlève. » Il a essayé, mais il n'a pas réussi. La première chose que je crois nécessaire, ça peut ne pas sembler, mais les adultes qui restent très près des enfants, je crois qu'ils méritent de l'attention. Assieds-toi ici sur mes genoux. Ah, mais je vais juste porter un petit peu. Et en ces secondes, tout peut arriver, tout peut arriver.
Parce que tu vois quand l'affection de l'adulte est une affection genuine et tu perçois aussi quand certains comportements ne sont plus normaux. Il avait une véritable fixation sur moi. Où que j'aille, ses yeux me suivaient. Ses yeux me suivaient toujours. Quand une mère a l'œil et perçoit qu'il y a quelque chose, elle demande à ses enfants, elle discute. Ici, chez moi, avec ma fille, nous parlons de tout, absolument tout, parce que je veux qu'elle se sente en sécurité pour me raconter n'importe quoi. Parfois le dialogue manque, parfois l'écoute manque, parfois la crédibilité manque quand l'enfant te dit « Regarde, il m'a mordu. Regarde, il m'a serré comme ça. Regarde, il m'a fait un bisou ici. » Et souvent nous disons « Non, mais enfant, ne fais pas attention. » Parce que malheureusement, les prédateurs sont parfois à l'intérieur de notre maison. Ce type m'a causé un traumatisme si grand que mon mari est une personne merveilleuse, mais quand ma fille était plus petite, si je les entendais rire un peu plus fort, j'y allais déjà. Pourquoi? Parce qu'il m'a enlevé la capacité de faire confiance à n'importe qui. Il m'a enlevé ça. Donc avec ma fille, je suis toujours très « Qu'est-ce qui s'est passé? Où es-tu allé? Ah, tu es allé chez ton ami. Qui était là? As-tu été seule? Combien de temps es-tu restée seule? » Parce que malheureusement, il faut être attentive 24 heures sur 24. Il n'y a pas moyen. Et tu n'arriveras à avoir le contrôle que si l'enfant te fait confiance, si tu peux parler avec lui et avoir la certitude qu'il va te raconter. L'enfant ne parlera avec toi que s'il a la certitude qu'il peut te faire confiance. Il n'y a pas d'autre moyen. Le message que je vous laisse est « Ayez confiance en ce que vous êtes, en qui vous êtes. » Si j'avais dépendu de croire en ce que les gens me disaient, que j'étais, que je serais, comme j'entendais souvent de mon oncle, « Ah, mais celle-là sera prostituée quand elle grandira. » Ou parfois, ce que j'entendais des gens, « Ah, mais tu ne vaux rien. » Si j'avais cru, je n'aurais pas construit la vie que j'ai construite pour moi. Alors croyez plus en vous. Concentrez-vous sur vous. Travaillez, étudiez, ne dépendez de personne pour rien. Dépendez seulement, exclusivement de vous. Quand je suis arrivée ici, je suis arrivée avec des idées très claires de ce que j'allais faire. Je me suis concentrée sur les études. Ici, il existe encore l'enseignement technique, alors j'ai fréquenté diverses écoles. J'ai appris à parler français comme une personne native, j'ai appris à écrire, je suis allée à l'université, j'ai construit ma carrière en venant doucement, bien du bas vraiment, jusqu'à travailler avec de grandes marques comme Armani, chose dont je n'avais jamais rêvé. Enfin, je rêvais, je ne savais juste pas que c'était possible. Quand vous avez le contrôle de votre vie, quand vous avez un contrôle économique, émotionnel, cherchez toujours à être soutenu par un psychologue, quelqu'un qui vous dise « Hey, tu n'es pas folle, regarde, fais comme ça ». Parce que parfois, il y a des moments dans notre vie où nous avons besoin d'un guide, de quelqu'un qui nous ramène à nous-mêmes. Souvent, nous donnons le contrôle de notre vie dans la main de l'autre et nous oublions que la vie est la nôtre, que nous arrivons seuls sur cette terre, nous partons seuls et nous devons apprendre jusqu'à la fin à être seuls. Je suis mariée, j'ai mes enfants, j'aime mon mari, mais une chose que je lui dis toujours clairement, avec toi ou sans toi, je survivrai et je vivrai pleinement heureuse, contente, parce que j'ai appris à cultiver en moi cette sécurité, ce bonheur, ce savoir ce que je veux et ne pas avoir de problème à chercher ce que je veux. C'est le message que je vous laisse. Si cette histoire vous a touché le cœur et que vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, nous partageons des histoires réelles de dépassement qui peuvent changer votre vie. Votre soutien signifie tout pour moi et pour les personnes qui ont encore besoin d'entendre que oui, il est possible de s'en sortir, oui, il est possible de se reconstruire, oui, il est possible d'être heureux après la douleur. À bientôt dans la prochaine vidéo.